Oruro, Bolivie, le 3 août 2001. On est au début de la tournée des 100 musiciens suisses et français qui vont à la rencontre du public bolivien si cher au Gringo Fabre. Bien sûr, des assiettes, il y en aura d'autres à chaque occasion. C'est aussi le moment de la détente avant la reprise. Mais les cadeaux, je crois qu'il y en a eu à peu près autant au retour que d'instruments nouveaux. Bienvenue en direct à Zigzag Café pour ce troisième rendez-vous autour des Gringos, les 4 en noir, autour en particulier de Jean Vidaillac qui nous rejoint à cette table comme les jours précédents. Merci Jean, bravo. Les Gringos qui étaient renforcés aujourd'hui avec une petite partie du reste de l'association Sagar Naga, des 100 et quelques musiciens français et suisses qui sont allés en hommage à Gilbert Favre, à Alfredo Dominguez et aux autres, et qui sont allés faire la tournée de la Bolivie. Nous continuons ce voyage aujourd'hui, nous retournerons en Bolivie bien sûr, mais j'en profite pour saluer tous les présents. D'abord Indiana Favre. Bonjour. Indiana, bonjour. Vous étiez ici avec nous hier. Quand j'ai dit que vous étiez la femme du Gringo, ben, c'était vrai, mais ça ne permet pas toujours de situer, puisque nous avons l'autre femme. Bon, enfin, c'est toujours très difficile. Quoi. Voilà. Mais vous entendez bien? Oui. D'accord. Bon, à votre côté, vous le connaissez, bien sûr, Antoine Bordier, réalisateur à la télévision suisse romande, et qui, en 1986, est allé tourner le film dont on a montré déjà quelques extraits, Le Retour du Gringo. C'est donc avec vous qu'il est retourné à La Paz, mais il n'y est pas retourné qu'avec vous. Il est retourné quelques jours auparavant avec quelqu'un qui avait été le héros de la course autour du monde. Je me rappelle que vous avez sélectionné Raphaël Guillet dans un état de crise quasiment. Ça avait
valu la peine. Donc l'homme de la course autour du monde était parti quelques jours auparavant avec une petite caméra, qualité moyenne, mais toujours est-il qu'il y avait là de beaux documents, on en verra aujourd'hui. Roland Tolmatchoff, c'est le libraire quasiment, la librairie s'appelle pas Mathusalem, mais ça pourrait. Hein. Moi, je pense qu'elle va s'appeler Gilberto Fabre. Et à l'avenir. Et Roland qui a d'une part bien connu dans son enfance Gilbert, mais qui surtout a été plus tard son impresario quand il est arrivé avec Los Rairas en provenance de Bolivie, on en parlera. Et puis vous, Barbara, qui auriez dû vous marier aujourd'hui à l'image, et puis à cause des petits retards liés à la situation aéronautique, eh bien c'est demain seulement que vous vous marierez, j'espère que vous saurez attendre. Je m'impatiente. Il est temps. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui, nous allons en fait abandonner provisoirement la Bolivie, puisque les Rairas dans un premier temps et ensuite les Gringos auront quitté la Bolivie, seront en Europe et se produiront un peu partout, avec vous en particulier, Jean. Et puis nous retournerons en Bolivie grâce à cette espèce de post-scriptum assez étonnant, assez convivial qui s'appelait Le Retour du Gringo. Mais ce que je vous propose tout d'abord, c'est de nous expliquer comment, pourquoi, et vous le savez bien aussi, pourquoi cette bande de zigotos, si vous me passez l'expression, décide de quitter La Paz, où ils sont des héros, pour venir ici, en Suisse, et pour certains, pour ne pratiquement plus la quitter. C'est-à-dire, c'est Gilbert qui voulait absolument que cette musique vienne en Europe. Il voulait absolument la faire connaître. Et c'est bien en contact avec la Fondation Patignon, qui a proposé donc de faire un spectacle à la Fondation Patignon. Et c'est parti de là, au fait, avec un spectacle. Par la suite, ça a tellement plu que c'était continuellement des contrats qui arrivaient. C'est Tolmatchoff, au départ, qui s'est chargé, qui est venu nous chercher à l'aéroport, donc avec la voiture des Godard. Oui. C'est ça. Et nous étions tous assis sur les... partout, les ailes, tous les Indiens. Ouais. Et à Genève, en plein Genève, on rentrait à Genève de cette façon-là. Mais sans le plâtre et les pommes de terre de Thomas Condé. Non, mais ça c'était quand nous étions pour chercher les bagages, donc de la douane. On trouve que Thomas Condé, qui était un des meilleurs brodadeurs qui veut dire fabricant de masques, il avait ramené du tugno, que c'est la pomme de terre déshydratée, de la lessive, parce qu'il pensait qu'en Europe, on ne pouvait pas trouver ça, et du plâtre, parce que peut-être il n'aurait pas non plus en Europe. C'est la même chose dans le sens contraire, parce que quand un Européen va en Amérique du Sud, il pense peut-être qu'il n'y a pas de certaines choses. Dans l'autre sens, c'est pareil. Et la Lufthansa voulait faire payer un supplément de bagages. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le jour pour parler de marque aéronautique. Honnêtement, je ne vous laisserai pas faire. Disons, il y avait une barque céleste qui nous a amené tous ces gens, et ils ont voulu qu'on paye, ce qui était le tarif, c'est le 1% du prix en première classe. Bref, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer. Patignon a refusé. Alors, ils ont dit, bon, on garde les instruments. Je dis, sans instruments, ils ne travailleront jamais, donc ils ne vont jamais payer ça. Alors, ils ont dit, bon, alors j'ai dû signer, comme quoi ils payeraient un jour. Finalement, Patignon a payé. Alors, quand un jour ils ont appelé, ils ont dit, écoutez, les pommes de terre ont germé, alors on ne sait plus ce qu'il faut faire, ça n'avait pas. Le plâtre. Il y avait ça, puis il y avait aussi, tu avais essayé d'avoir une autorisation pour jouer en ville avec les Indiens. J'ai demandé ici. Bien entendu, la police genevoise l'avait refusé. J'ai demandé d'aller à la place Neuve, Fusterie, Confédération, Mollard, Longemal, remonter par la vieille ville, Bourg-de-Faux, redescendre à la place Neuve pour qu'on puisse jouer. Ils ont refusé, on l'a fait quand même, ça a été filmé, on a partagé les documents. Puis ils étaient assis de nouveau comme à l'arrivée avec tous les bonbons et avec Et alors cette période des Rairas d'abord, et puis on peut saluer ceux des Rairas qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous écoutent quelque part. Rairas, et ensuite il y a eu Rairas y Dominguez, c'est vrai. En Bolivie, c'était Rairas, et ensuite c'est Dominguez qui est venu en tant que soliste, parce qu'ils ont créé les néo-folklore avec Cavour, Gilbert et Dominguez. Donc c'est devenu après ici en Europe, pour l'Europe, Rairas y Dominguez. Voilà. D'accord. Les tournées en Union soviétique et tout ça étaient prévues, mais moi je devais m'occuper. Mais c'était impossible. En plus, j'avais un peu peur de retourner en Union soviétique, on ne sait jamais. Alors c'est un monsieur Duchou, qui n'est pas là, mais qui est devenu leur impresario. L'impresario par la suite, oui. Par la suite. Sinon, on prenait des risques. Et puis alors un jour, vous encore, Roland, comme par hasard, vous êtes dans le coup pour présenter Gilbert, j'imagine, au personnage qui est là en face de nous, à savoir Antoine Bordier. 16 ans plus tard.
16 ans plus 16 tard. ans plus tard, donc Gilbert, qui était un ami de toujours, tout à l'heure j'ai revu un copain au puce qui m'a dit, mais il a travaillé pour moi, il portait des charges de 80 kilos de briques sur le dos et ses jambes flageolaient. Alors il me dit, je lui donne un petit coup, puis alors, ça partait. Et il a été démolisseur de voitures. Enfin, alors, au terme de ses 16 ans, là, j'appelle Antoine Bordier en lui disant, et il me semble qu'il y a ici un personnage qui me paraît très intéressant pour un sujet éventuellement. À cette époque, la télévision avait encore des sous, je pense. Oui. Vous avez remarqué depuis lors que... J'ai remarqué que ça devient beaucoup plus... Ouais. Allez, avec de la débrouille, on y arrive encore. Il Voilà. ne faut pas être pessimiste. Oui, non, bah, alors, sinon, on arrête je tout de suite. retire tout. Non. Mais effectivement, il m'appelle, je bombe à la librairie des auteurs suisses qu'il tenait, et je tombe sur Gilbert. Alors quand même, j'avais entendu Gilbert jouer une ou deux fois à Patigno notamment, et puis dans des fêtes, je crois à la Maison des Jeunes, ou comme ça, ou des fêtes de solidarité. À l'époque, il y en avait énormément. Et puis, mais effectivement, j'avais jamais rencontré le Gringo pour lui parler. Et il me parle d'un projet délirant, d'un festival des deux mondes qui veut monter à La Paz, avec en même temps des musiciens qui seraient en Suisse, et que par je ne sais quel miracle que la télévision devait réaliser, en même temps on donnerait un coup d'envoi à La Paz et en même temps à Russin ou à Laconais, de musiciens réunis, enfin bref, un projet délirant. Et puis Roland me dit, mais il a aussi écrit ses mémoires déjà. Alors je dis à Gilbert, il me faut ça. Et puis les jours passent, je vois rien arriver, mais quand même l'idée d'y aller me paraît importante. Guillet, qui est rentré de son tour du monde, était libre. On trouve un billet de 1000 francs suisses pour que tu aies quelques monnaies pour y aller, parce que tu as pu vivre vraiment là-bas avec ça. Le billet d'avion, on n'en parle plus. Et hop, il part. Et quand il rentre, il me ramène déjà 2 heures d'images VHS extraordinaires. Et le Gringo, lui, était revenu là-bas, avait pris les contacts pour ce qui serait le film. Alors, justement, on parle du film. Là, chronologiquement, on va inverser. C'est-à-dire qu'on va voir le début du film, quasiment le début, qui dit 20 ans plus tard, le revoici, il est de retour. On va voir ce début avec l'appel à cette chanson Astacaer. Et puis on verra ensuite des documents, je dirais, d'un voyage moins officiel, mais un extrait de ce film. Juste un mot, le film aurait dû commencer au Chili, mais Gilbert et moi on était d'accord, on n'allait pas au Chili à ce moment-là, on a donc commencé à la frontière. Alors là, c'est le retour des Gringos. 20 ans ont passé. Il est revenu en Bolivie, le Gringo, avec au cœur un immense projet, celui de réunir le temps d'un festival les différentes ethnies du pays. Pour leur permettre de se retrouver, il leur a proposé un thème. Hasta caer. Musique belle, simple et profonde. Hasta caer. Jusqu'à tomber. Hasta caer, jusqu'à tomber. Vous qui l'avez connu jusqu'au bout, Barbara, c'était une espèce d'hymne de vie tout de même. Ah oui, fidèle à sa pensée. Ouais. Toujours. Vous l'avez suivi dans des moments où vous pensez qu'il tomberait plus tôt? Non, jamais. Mais au début, j'avais des doutes quand même. Il m'avait demandé de venir en Bolivie pour ce film, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? On parlera de vous et de la rencontre avec vous, soit tout à l'heure, soit demain, si le temps nous presse un peu. Mais Raphaël Guillet, donc, Antoine vient de le dire, vous êtes parti avant lui pour la Bolivie. Vous étiez, vous en étiez aussi, Jean. Ouais. Hein, vous aviez été recruté. C'est-à-dire, l'histoire d'Hasta caer, on l'a fait à deux. C'était le thème qu'on avait fait. On s'était enfermés pendant 3 semaines dans une ferme pour faire ça. Et donc, c'était un peu notre histoire. Et donc, on est parti en avant-garde, comme ça... repérer les lieux, on s'est retrouvé à Francfort et on est parti donc comme ça et avec moi il y avait un groupe qui s'appelait Gicheros à l'époque. Ouais. Alors simplement il faut dire que la période n'est pas vraiment choisie pour dire qu'un Boeing est un lieu de fête entre ce qui s'est passé en Amérique du Nord et ce qui se passe en ce moment en Suisse autour de Swissair, mais tout de même imaginez un Boeing 747, imaginez des passagers parmi lesquels une donne, des latino-américains de retour dans leur famille et puis cette bande de zigotos, je continue à utiliser le terme parce que c'est ça au pied nickelé quasiment. Vous qui avez une caméra, pas très bonne, mais regardez, c'est invraisemblable. Como el río, nunca se inunda,
peut peut-être se joindre aux applaudissements. Voilà, alors Raphaël, merci d'être venu. Vous étiez à la radio à Lausanne, en pleine actualité. Oui, vous avez réussi à vous faufiler. Si la chaise est libre tout à l'heure, on saura que c'est parce que vous êtes reparti. Mais merci d'être là. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez été au contact du Gringo dans ce retour qu'il attendait quand même depuis longtemps. Il est très gai, mais il a été, je pense, un petit peu inquiet. Ça s'est passé comment avec lui? Écoutez, mon rôle, c'était d'être espion, en quelque sorte, pour Antoine, qui projetait donc de faire le retour du Gringo. Il voulait surtout savoir si, après toutes ces années, le Gringo était toujours aussi célèbre à La Paz et dans l'ensemble de la Bolivie. Donc, il m'a trouvé de quoi aller filmer sur place le retour effectif de Gilbert. Et on s'est rendu compte sur place qu'il était toujours très, très connu. Hein. Seulement là, dans la séquence qu'on vient de voir, comme Los Chicheros, Jean-Christophe, avait les doigts un petit peu engourdis, j'imagine, par la longueur du voyage. Par l'altitude. Par l'altitude aussi, oui. Ils ont commencé à jouer. Et le Gringo a commencé à se faire connaître dans l'avion avant d'arriver à La Paz, où des musiciens d'ailleurs nous attendaient aussi sur place. Et ça a été, je ne sais plus combien, 2 semaines assez folles, avec le Gringo qui, à chaque coin de rue, croisait des gens qu'il avait connus. Donc il était, mission accomplie pour Antoine, il était vraiment toujours aussi célèbre que quand il était parti quelques années auparavant. Ah, vous parlez de l'arrivée à l'aéroport, j'ai vu les images, malheureusement elles ont cette couleur verdâtre, un peu pisseuse. Ouais, parce que c'est des copies de copies. Et puis en plus c'est avec les néons d'un aéroport pas forcément en parfait état, donc ça n'est pas diffusable, mais c'est vrai que c'est de la même nature. C'était à 2-3 heures du matin, voilà. C'était la nuit quoi. Hein. Et puis alors quelques jours après, vous faites le tour du propriétaire, c'est-à-dire le tour de La Paz. Vous commencez par l'Alto, là où vivent les Indiens, et puis vous allez descendre jusque vers San Francisco, l'église, et vers la place, et puis vers la Peña que nous visitions avec vous l'autre jour, et cette visite en compagnie du Gringo, avec toutes les réserves d'usage concernant la technique, l'état du film, mais regardez, c'est pas piqué des hannetons. C'était en 65, et puis déjà le premier jour que j'ai vu cette ville, c'est vraiment, tu vois vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est une des plus belles villes qu'il y ait au monde. Avec le groupe Los Raios, vous avez joué ici, je crois, sur cette place. Oui, on a joué pour des concours. Il y avait des concours folkloriques ici, c'était plein de monde. Bon, mais il y a déjà très longtemps, ça c'était en 66, 67 à peu près. Et c'est vraiment une des plus belles places qu'il y a ici à La Paz. Il y a une très belle église coloniale. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir monter la Peña juste à côté de cette église coloniale. Alors voilà la fameuse Peña là, que j'ai montée, ça c'est l'entrée. On va monter dedans. Voilà des musiciens, là. Des bons musiciens. Oh là 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 là. Il n'y a plus rien, toi, il n'y a plus grand-chose. On rentrait là-dedans, et j'avais une toute petite pièce, il n'y avait pas de fenêtre derrière, de toute façon. Ça faisait à peu près 3-4 mètres sur, non même pas 3-4 mètres, ouais. 3 mètres sur 1,50 m, juste pour mettre un lit. El hermano de Tomás. ¿Cómo estás? El hermano de Tomás. C'est crevant, hein. C'est terrible, c'est crevant, ouais. Ça veut dire qu'il y a moins d'air ici. Oh là là. Bon, on va continuer. Ben, on est haut, dis donc, on est à 4000, non, on est à 3600, 3700, je crois, ici. Para mí es. On va se faire écraser là. On va se faire écraser. Oui, parce que comme ils montent, ils osent pas trop s'arrêter, parce que sinon, c'est difficile à reprendre. Là. C'est un peu dangereux, mais ça fait rien. Voilà, je pense que pour vous tous, ça évoque un certain nombre de souvenirs, mais ça montre aussi l'extrême tendresse du Gringo à l'égard de tout le monde. De tout le monde, absolument. Je crois que Gilbert, il avait cette capacité assez extraordinaire, c'est de considérer les gens par ce qu'ils étaient, et non pas par les rangs sociaux qu'ils pouvaient avoir. Et ça a toujours été une manière de communiquer avec beaucoup de rire, beaucoup d'humour. C'est qu'il n'y avait que lui qui pouvait sortir des choses pour rire, pour pouvoir rire.
Et il pouvait parler avec le président de la République comme avec les clochards qui est là, sont de la même façon. Et c'est ça qui était... C'est pour ça que les gens, les peuples l'adorent. Alors, on va remonter un peu dans le temps. Vous avez épousé le Gringo, c'est lui qui vous a épousé, qui vous a... Nous sommes épousés. Vous êtes mutuellement épousés, il vous a enlevé en toute amitié à son ami journaliste. Oui, avec beaucoup de tendresse. D'accord, c'est ce que vous nous avez dit, ça s'est très bien passé. Et puis, il se trouve que ce mariage était d'abord un mariage d'artiste, un mariage de musicien, mais c'était un mariage double. Oui, avec Alfredo. Alors, justement, Alfredo Dominguez, dont on parlait tout à l'heure, épousait le même jour, au même endroit, Gladys Dominguez, qui est là. Bonjour Gladys, prenez un micro. Alors vous avez ensuite, d'abord ce mariage, ça s'est passé comment? C'était un peu fou, je vous sens très sage, comme ça peut-être un petit peu moins sage, plus sage qu'Indiana, mais c'était aussi la grande fête ce jour-là? Ah oui, quand je m'aimais, je suis capable. D'accord. Mais c'était pas du tout un mariage comme ma famille aurait pensé à l'époque, c'est-à-dire les amis proches, la famille, comme ça. C'était les portes ouvertes, tout le monde pouvait rentrer. Il y avait plusieurs orchestres qui s'est chamaillé un peu parce que tout le monde voulait jouer. Et tout le monde, quand il était sur la scène, il voulait rester. Alors ça nous faisait des problèmes. Ils ont déjà joué 1 heure, c'est notre tour. Et puis il y avait l'ambassade de France qui arrivait avec des fleurs, des énormes couronnes, l'ambassade des Suisses. Et puis après, on ne sait pas comment, on s'est trouvé avec le président de la République là. Il n'avait pas été invité pourtant. Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant, mais j'étais très étonnée. Et puis à côté de ça, il y avait donc les dames de la maison qui étaient les gens qu'on a vus, avec lesquels Gilbert a parlé. Il y avait tout ce monde-là, plus des gens qui trouvaient les portes ouvertes, ils se disaient qu'est-ce que c'est, et ils rentraient, puis ils trouvaient qu'il y avait à manger, puis à boire, et puis ils restaient. Finalement, c'était, je sais pas, je peux pas dire, mais c'était beaucoup, beaucoup de monde. Gladys, Indiana, pardon. Gladys, merci. Oui, non, je voulais préciser, c'est Siles Salinas, qui était vice-président, qui avait été invité pour être au mariage. Et c'est vrai aussi que les gens rentraient, qu'on devait se faire chacun son tour pour dire aux orchestres, bon, maintenant vous arrêtez, et maintenant c'est l'autre qui va jouer, parce que sinon il s'est tapé dessus. Et ça a duré très longtemps, 3 jours peut-être, finalement. Alors, bon, c'est vrai que le destin d'Alfredo et celui de Gilbert sont peut-être de la même nature, mais en tout cas n'ont pas été de la même durée. Votre mari est mort jeune, il avait 42 ans, et à cette occasion, il était ici à Genève déjà, et à cette occasion, c'est un extrait bref que nous avons, mais c'est un beau document. Gilbert a tenu à venir à la télévision pour parler de lui. Écoutez. Un musicien complet, puisqu'il jouait de la guitare, il composait, il écrivait aussi des poèmes. Et comme poète populaire, on peut le considérer comme le meilleur poète populaire en Bolivie. Comme guitariste, c'est dans les meilleurs guitaristes qu'il y a en Amérique du Sud. Et c'était une grande perte parce qu'il continuait de composer et d'écrire. Et souvent, par exemple, des fois, il venait me voir, il avait une mélodie en tête, alors on la jouait, et puis ensuite on l'enregistrait, puis ça marchait. En général, ça marchait très bien. Des mélodies qui avaient beaucoup de succès là-bas, alors on rigolait beaucoup, quoi, ça nous faisait rire. Et c'est difficile de parler de toutes ces choses-là, parce qu'il y a tellement à discuter. Je crois que c'est préférable qu'on revoie Dominguez jouer puis chanter ses chansons à lui. Evita sonriente, vestida de indiecita. Evita sonriente, vestida de indiecita. Bueno, la 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 la.
Voilà. Eh bien, pendant que César Dominguez se met en place pour évoquer cette période en musique, puisqu'il est à la guitare lui aussi, je voudrais en un instant, si vous le voulez bien, d'une part vous montrer ce document qui est une pochette de disque de l'époque où les dessins, je dirais pas les caricatures, mais les dessins des différents musiciens sont dus à la plume de Dominguez, d'Alfredo Dominguez. Et vous, Daniel Divan, qui étiez à l'époque responsable du centre de gravure, il faut dire aussi qu'ils faisaient pas que de la musique, ces gens-là. Ah oui, quand toute la bande est arrivée au centre de gravure, qui était une grande maison de 20 pièces, à la moitié atelier, moitié habitation, tout le monde s'y est mis. Et Alfredo Dominguez vraiment a commencé à continuer à faire de la gravure, à développer sa gravure. Et l'exposition que j'avais organisée pour lui, il était mort à ce moment-là, justement, il est décédé à ce moment-là. Et c'était une immense joie de l'avoir. Alors il y avait des immenses fêtes qui se faisaient. Tout le monde jouait dans la salle d'exposition. D'autres musiciens de la ville venaient le soir, on passait la nuit. Et quelquefois, il y avait une cantatrice ou bien un quatuor de violoncelle qui venait, qui se joignait au groupe. Et puis petit à petit, tout le monde a pris sa place un peu dans la ville, les gens chez les uns, chez les autres. Et la famille Dominguez est restée au centre de gravure. Merci. César Dominguez est ici aujourd'hui avec deux musiciens, dont l'un d'ailleurs était un des gamins croisés sur le document qu'on a vu tout à l'heure à La Paz. Il avait 11 ans au moment où, sauf erreur, je parle de Ricardo Mendoza qu'on va voir à la Quena, au moment où le Gringo est revenu en 86-87. Est arrivé en 66. Ah, c'est à ce moment-là. Ouais. D'accord, bravo. Pardon, Ricardo, en plus il est privé de micro, il ne peut pas répondre. Il est avec Raúl Chacón et je vais vous demander à tous trois d'évoquer cette période en musique. Merci. Ricardo Mendoza, je vais vous demander de regagner votre place. Pendant ce temps-là, on va voir un document réalisé cette année, en 2001,
à Tupiza, justement. C'est le seul endroit où on arrive à peu près en train, encore en Bolivie. Les autres voies ont disparu. Oui, c'est pour ça que je tenais que les gens viennent en train, connaissent le train. Les 13 heures de train, c'est toujours plaisant, avec de la poussière un peu, mais il y a une ambiance des trains qui est différente des bus, ça, c'était formidable. Alors Tupiza, c'est la ville de la famille Dominguez, d'Alfredo Dominguez, où il a été un enfant pauvre, et il faut le savoir. Donc c'est la musique. Comme aujourd'hui, certains gamins fleurissent par le football, et bien à l'époque, on avait une chance de fleurir par la musique. Voici ce document. C'est un document d'amateur, mais c'est l'arrivée à Tupiza, et c'est surtout le moment où César, vous allez découvrir la statue de votre papa. Descubran esta obra y podamos apreciarla. Les agradezco. Por favor. Voilà. Et dire encore, avant de revenir en Europe, que Ricardo Mendoza, eh bien, c'est d'une certaine manière avec le gringo qu'il a appris à jouer de la quena, et que surtout, c'est lui qui l'a remplacé ensuite dans les enregistrements en Bolivie, quand le gringo, lui, était revenu en Europe. Et l'Europe, on va y revenir, à une période où le gringo vit déjà avec vous. Il vous a embarqué de Paris vers la banlieue, Gennevilliers, c'est un peu bizarre, pour vous en tout cas, Barbara. Et puis là, c'est un petit peu le désordre, on va le voir dans des images là aussi d'amateurs. Simplement, à l'ami qui vient lui demander ce qu'il fait, il dit « Je donne des cours en Bretagne, on y va ». La semaine prochaine, je vais donner des cours en Bretagne, des cours de flûte, de quena, ça c'est la quena, ça c'est mon instrument. Normalement, j'ai toujours fait ça, je ne sais rien faire d'autre d'ailleurs. Je vais te jouer un petit morceau si tu veux. On regarde le machin là, le machin là. Le machin, c'est le pequeño. Ou le pequeño. Non, c'est lequel tu veux, dis. Je sais pas. Ou on peut regarder celui qu'on bossait avant là, le ta 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 ta. Tu le sais celui-là ou pas? Merde, je me rappelle plus comment ça va. Voilà, ça fait. Je sais pas si c'est un peu difficile. Oui. On donne envie de donner des cours. Oui, en fait, il allait en donner ou en prendre? Non, mais le problème, c'est qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas toujours très doués, mais bon. Bon, fallait boire quelquefois pour oublier. Et vous oubliez souvent. Oui, non, mais bon, on a réussi quand même à faire des musiciens, mais bon, certains été plus récalcitrants que d'autres. Bon, alors on va voir tout de même le lieu où ça se trouve, parce que, hormis l'été où des stages continuent à se développer chaque année, eh ben, le reste du temps, c'est chez vous, c'est votre ferme, et puis je dirais que le public se comporte un peu comme des moutons, regardez. Alors là, voilà cette belle maison où vous avez eu l'amabilité de m'accueillir l'autre jour. On a changé de musique, là. Hein. J'ai mis des bottes, c'est pour la photo. Hein. Oui. Pour faire croire que je suis prise. Alors, exploitant agricole, mais à part ça, avec Lucette, Lulu, votre femme, vous êtes aussi sortis des Beaux-Arts, mais vous êtes revenus à la terre, quand vous n'êtes pas en Bolivie. Et voilà des moutons, c'est votre boulot. Oui, c'est mon boulot en principe. De temps en temps, il faut bien justifier les primes agricoles qu'on reçoit. Donc voilà, on a 130 moutons. C'est pour ça que j'ai pris 130 musiciens aussi, c'est pareil. On est habitué, on n'a pas dépassé le nombre. Et ils se lavent de la même manière? Voilà. Oui. Je crois qu'il y en a même qui sautent à côté. Dans les musiciens, je parle. Ça, c'est le moulin, justement, où il y a les stages de musique, voilà. Ouais.
Et ça continue à se dérouler chaque année. Pour vous, ça a été une espèce de montée crescendo parce qu'il s'agissait de préparer ce grand voyage. Voilà, alors là, ça fait 2 ans de préparation, donc là, je sais pas trop si on continue ou pas. Voilà. Bon, encore, parce que c'est vrai que c'est du travail. Oui. Puis il faut peut-être s'occuper de temps en temps des moutons, là, parce qu'il y en a qui commencent à boiter beaucoup, je trouve. Il n'y a pas que les moutons. Il va falloir s'en occuper un peu. Ouais. Aussi, les moutons. Ouais, voilà. Alors voilà, c'est le lieu de ces stages. Et puis, évidemment, on a compris, parfois ça donne envie de boire. Il y a parfois à boire à domicile, mais parfois on va pas très loin. On va chez Marie, enfin on allait chez Marie, puisque c'était le bistrot de Marie. Elle l'a abandonné depuis peu. Marie qui était en voyage avec nous. Alors je vous propose de la retrouver avec quelques souvenirs où elle évoque bien sûr le gringo. Quand je te vois, je vois le diable devant moi. Je le vois, quand je te vois, je vois le diable devant moi. Allez-en, cucuez-en, prends ton sac et fous-moi le corps. Bon, c'est la chanson de Gilbert. C'est pas vraiment un client pour moi, c'est surtout un ami. Il venait pour vous, mais il venait quand même pour boire un coup, non? Oui, il venait surtout pour la bière. Il commandait sa bière du parking. Une bière, la Marie. Et il venait jouer, il venait boire, mais avec leurs instruments. Donc il jouait systématiquement. Et ça rameutait tout le village. On me dit que parfois il lui arrivait de promettre à des gens d'aller leur faire la cuisine et de s'endormir dans le bistrot et de laisser tout le monde tomber, quoi. Ah oui, ça j'ai vu. J'ai vu un soir où il devait faire un gratin dauphinois, les pommes de terre, la crème fraîche, le beurre, tout sur la table et Gilbert endormi. Obligé de téléphoner aux voisins pour venir le chercher. Si vous aviez un seul souvenir de Gilbert que vous vouliez garder dans votre cœur, ce serait lequel? Oh, ce serait... Quand il partait à rire comme un fou et qui communiquait à tout mon bar et que tout le monde rigolait. Pour rien, des fois, pour rien. De Dieu, qui disait, c'est tout. Oui, de Dieu. Il faut dire que Marie a bien pris l'accent car elle vient pratiquement chaque année donner un petit coup de main et faire la fête aux vendanges à Russat. Elle est là, Marie, on la salue dans le public. Bravo. Voilà, et puis actualité oblige aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus courts que d'habitude, demain j'espère que nous aurons un petit peu plus de temps. Nous allons maintenant sereinement écouter ce que font les gringos, parce que los gringos qui sont avec nous, là ils sont plus que 3, vous en avez perdu un? Oui. D'accord. Ça arrive parfois. On les a tous retrouvés jusqu'à présent, mais s'ils n'en ont pas perdu sur 120, il n'y a pas de raison qu'ils en perdent sur 4. Donc ce que j'aimerais, c'est d'abord rappeler que vous êtes ici, bien sûr, pour cette émission, pour saluer la mémoire des Dominguez et Favre et autres, mais que vous allez en profiter pour jouer, et pour jouer un peu comme dans les Peñas, puisque deux concerts, demain soir jeudi, oui c'est ça, en France voisine, 20h30 au Café du Soleil à Ferney-Voltaire, ça sera une Peña comme en Bolivie, et le lendemain, une autre peña à Carouge. Et Carouge, c'est un peu comme la Bolivie aussi. Hein. On a vu que Gilbert en venait. Donc, après-demain soir, au Café des Amis à Carouge. J'aimerais que vous jouiez ce que vous jouez quand vous êtes Los Gringos. C'est un thème d'Alfredo Dominguez. Ça s'appelle Taquinali Coyo.